Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense plaisir de recevoir ce soir Monsieur Philippe Kazadi. Philippe Kazadi, secrétaire national chargé de communication de l'Alliance démocrate pour le progrès ADP, ce parti politique cher à Christophe Lutundula. Philippe Kazadi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'honneur de m'inviter. Avec Philippe Kazadi, nous aurons à scruter tous les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, on commence par cette annonce de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, 25 jours additionnels pour l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs à la première ère opérationnelle. Êtes-vous satisfait de cette décision prise par la CENI? Parce qu'il faut le dire, il y avait les acteurs politiques de l'opposition, tout comme de la majorité, la SENCO, l'ECC, qui demandaient à corps et à cri qu'il y ait des jours supplémentaires par rapport au délai donné par la CENI. Satisfait de cette décision de la CENI? Oui, justement, je suis très satisfait parce que parmi ces acteurs politiques qui avaient émis les vœux ou qui formulaient la demande de la CENI de pouvoir proroger cette date, je fais partie. Dans toutes mes interventions, ici ou ailleurs, je n'ai cessé de demander à la CENI de pouvoir rallonger parce qu'il y avait un enjeu majeur, c'est de enrôler les maximums de Congolais de cette zone. Bien sûr, les maximums de Congolais possibles pour que nous ne puissions pas accuser déjà le problème de participation, de taux de participation à l'élection. Parce que vous savez que l'élection, on l'organise pour résoudre la question de la légitimité à la tête du pays ou à la tête des institutions. Et que si nous avons un taux de participation faible, ça va justement porter atteinte à la légitimité des élus. Et nous, comme prétendants à ces élections, nous estimons que la CENI devrait tout faire pour que la majorité des Congolais puissent s'enrôler et que nous puissions avoir le maximum de gens qui aillent voter pour consolider la légitimité. Et donc, la décision prise par la CENI est une preuve qu'elle est à l'écoute du peuple, mais aussi à l'écoute des acteurs politiques et des acteurs sociaux. C'est la preuve que l'agitation qui venait de la part de l'opposition n'avait pas sa raison d'être, de dire que Kadima veut enrôler moins d'électeurs dans la zone ouest parce que prétendument le président de la République ne serait pas majoritaire de l'autre côté et que on veut que de ce côté de l'ouest que les gens n'aillent pas nombreux voter, ainsi de suite. Donc, tous ces calculs qui nous ont été présentés par l'opposition relèvent aujourd'hui du mensonge parce que la CENI vient d'ajouter 25 jours pour que les électeurs puissent aller se faire enrôler. Et donc, je demanderai encore une fois de plus à tous ceux qui vont nous suivre ce soir, à tous ceux que nous suivons par les réseaux sociaux, à toute la population de la zone ouest de pouvoir se mobiliser et d'aller se faire enrôler, d'aller prendre la carte d'électeur qui est un droit qui va vous donner la possibilité de choisir les futurs dirigeants de notre pays. Se faire enrôler, est-ce que le 25 jours supplémentaires ou additionnels accordés par la CENI n'auront pas un impact dans le calendrier qui prévoit l'organisation des élections le 20 décembre? Non, je pense que non, parce que si cela était possible, avec la transparence qu'est en train d'imprimer Denis Kadima au niveau de la CENI, je crois qu'il nous l'aurait dit. Mais comme il ne l'avait pas dit, donc on ne peut pas faire de messe sur ça, on ne peut pas chercher l'essai des anges, on ne peut pas lui prêter des intentions qu'il n'a pas. Et de toute façon, on sait que ceux de l'autre côté attendent cette phrase. Ceux de l'autre côté attendent cette phrase pour crier au glissement, pour crier au manque de volonté de la part du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour organiser les élections dans les délais. La CENI va organiser les élections le 20 décembre 2023. Il faut le dire que la deuxième zone ou la deuxième ère opérationnelle, l'opération d'identification a débuté déjà dans le grand Katanga et puis même la diaspora, la France, l'Afrique du Sud et la Belgique. Ok, mais ce sont des choses qui ont été annoncées et qui sont en train d'être exécutées.
Donc on ne peut que s'en féliciter et féliciter surtout ceux qui sont en train de mettre en œuvre cela. Philippe Kazadi, 25 jours additionnels. Je me dis, c'est beaucoup. Il y a d'autres personnes qui estiment que c'est peu, 25, par rapport aux objectifs assignés par la CENI. Il faut le dire, dans la première heure opérationnelle, la CENI s'est assigné l'objectif d'atteindre 18 millions d'enrôlés. À ce net moment, la CENI est à près de 7 millions d'enrôlés par rapport aux objectifs. Est-ce que pensez-vous que le 25 jours vont suffire pour que la CENI atteigne son objectif? Bon, vous avez parlé bien de la projection. C'est une estimation et l'estimation est faite sur base des êtres humains et qui se déplacent librement, qui peuvent tomber malades, qui peuvent s'immobiliser, qui peuvent, pour ne pas dire mourir. Ça veut dire que les prévisions de la CENI peuvent connaître quelques mouvements dans un sens comme dans un autre par rapport à cette dynamique sociale qui peut s'installer à tout moment dans les chefs de chacun d'entre nous. Donc, c'est pas parce que la CENI a dit qu'elle vise à enrôler 18 millions d'électeurs pour la zone ouest qu'il y a absolument que nous devons avoir 18 millions. C'est une projection. Le plus important ici, c'est que pour moi, si on peut atteindre... Pour les premiers mois, pour les premiers mois, si déjà en un mois, si déjà en un mois on atteint... En deçà des objectifs assignés. En dépit des difficultés techniques que la CENI a connues, avec les agents nouvellement recrutés, si déjà en un mois, on peut atteindre 7 ou 8 millions d'électeurs, ça veut dire que dans les 25 jours qui restent, on peut justement aussi atteindre même 15 millions ou 16 millions. Vous pouvez faire vous-même un petit inventaire autour de vous et vous constaterez que la majorité des gens ont déjà reçu leur carte. Je ne sais pas si au niveau de la chaîne ici, vous avez encore 10-15 personnes qui n'ont pas reçu on n'a pas encore obtenu sa carte. Ben voilà, moi chez moi, ma base, Kimbo et Yale, Arthur, Photo, tout ce monde-là, Papi Bacham, coach. Je les salue tous et Adolphe Dominguez. Adolphe Dominguez, le musicien. Zalo, non pas les musiciens. Il se reconnaît lui-même là où il est. Donc tous ces gens ont été mobilisés ensemble avec moi pour prendre leur carte d'inscription et ils se sont inscrits. Donc vous êtes optimiste que l'objectif assigné par la CENI sera atteint avec le 25 jours additionnels? Il n'y a pas que moi, au niveau même de notre parti. Toutes les batteries sont mises en marche pour que nous puissions affronter ces élections parce que nous les prenons très au sérieux. Très au sérieux. Et ici, c'est la possibilité pour moi de pouvoir encore, non seulement remercier tous ceux qui, après les appels que j'ai lancés ici, nous ont rejoints dans le combat pour que nous puissions bien asseoir notre parti et que nous puissions affronter les élections, soutenir le VPM Christophe Lutundula au sein de l'ADP et que nous puissions donner au président de la République une majorité confortable et homogène, mais aussi lancer l'appel à tous ceux qui traînent de pouvoir nous rejoindre. La dynamique est très forte. Nous avons un nouveau secrétaire général, un jeune qui brille tout feu tout flamme, John Bombo, qui est en train de redynamiser les choses. Et donc là, nous nous sentons très à l'aise, mieux qu'hier, pour affronter les élections. J'ai une question à vous poser, Philippe Kazadi. Est-ce que Denis Kadima fait-il mieux que ses prédécesseurs dans le déroulement de cette opération Bon, écoutez, moi je suis partie prenante comme acteur politique et comme membre d'un parti politique. Si je dois faire cette comparaison, je peux dire que dernièrement nous avons entendu un président de la CENI dire qu'il n'est pas là pour assurer la confiance des uns aux autres. Lui, il est là pour organiser les élections. C'était une interview kamikaze de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Et tout le monde se le rappellera. Mais aujourd'hui, il y a un cadre de concertation qui est mis en place par le bureau de Denis Kadima. Et ce cadre de concertation est là pour assurer toute le partie prenante afin que nous allions aux élections qui vont aboutir avec moins de contestations possibles et qui va redonner la crédibilité, plus de crédibilité et de légitimité à nos institutions. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre, il faut par A plus B que Denis Kadima fait mieux que ses prédécesseurs. À mon point de vue, selon le moyen qui sont mis à sa disposition et selon surtout sa volonté de pouvoir mieux faire. En tout cas, aujourd'hui, il est difficile d'accuser les bureaux Kadima de
des malversations ou des tergiversations politiques en faveur d'un camp ou d'un autre. C'est encore difficile de le dire. Êtes-vous rassuré que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023? On croit, Denis Kadima, les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre. On croit, Denis Kadima. Mais bien sûr, parce que c'est la CENI qui organise les élections. Non, vous êtes acteur politique, vous êtes partie prenante selon les indices. Mais les indices... Les signes, est-ce que les signes attestent que bel et bien il y aura élection? S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Les signes, c'est quoi? C'est l'enrôlement des électeurs. Les électeurs s'inscrivent. Et dans la zone ouest, vous avez donné les chiffres, on a plus de 7 millions d'électeurs enrôlés. Donc, il a rajouté 25 jours. Dans les 25 jours, on peut en avoir encore même 7 millions. Donc, c'est à 14 millions par rapport aux 18 millions entendus. OK? Et j'ai justifié qu'il y a un dynamisme social qui peut faire que les gens puissent bouger à gauche, à droite, et que ce n'était qu'une projection. Les gens là ne sont pas figés, ne sont pas cloîtrés quelque part pour dire, bah, ils sont là, on les enrôle. Il y en a aussi qui boycottent. OK? Il y en a aussi qui boycottent. C'est de leur liberté. Les partis, le PPRD a dit qu'il n'est pas concerné. Vous de la position du PPRD. Le PPRD dit qu'il n'est pas concerné par l'enrôlement. Moi, j'ai dit, mais c'est une très bonne chose parce que là, nous aurons des candidats de moins en lice. Et donc, on aura des élections où les électeurs vont facilement choisir des gens. Mais ne vous en faites pas. Le PPRD peut dire qu'il n'est pas partie prenante, mais n'oubliez pas la mosaïque. Le PPRD nous a habitués avec ce système de créer des partis alimentaires pour vivre de ça et aller constituer la majorité au Parlement. Donc, ces partis-là n'ont pas dit qu'ils ne sont pas concernés par les élections. Vous réjouissez de cette position? Non, mais attends, c'est de la liberté des uns et des autres. Si nous pouvons nous réjouir de la liberté de boycotter les processus, et aussi doivent se réjouir de notre liberté d'être engagés dans le processus. Question de l'inclusivité de ces processus électoraux, oui. Avec la situation sécuritaire toujours volatile, la situation au niveau de l'Est de notre pays. Pensez-vous que cette question, parce qu'aujourd'hui tout le monde avec les élections soit inclusive, que tout Congolais puisse voter, à l'âge de voter, puisse aller dans le centre devant les urnes pour voter. Est-ce que pensez-vous que cette question trouvera solution en décembre 2023 ou bien il y aura toujours ce problème dans la mesure où certains coins, notamment Bunagana, Rutshuru Centre, aujourd'hui détenus par le 1-23? Écoutez, c'est le souhait du gouvernement, c'est le souhait du président de la République que tous les Congolais de tout le coin, sur l'ensemble du territoire, puissent voter. Mais il y a des pesanteurs endogènes, exogènes, comme ce cas d'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda, et qui fait qu'aujourd'hui certains de nos territoires ou de nos territoires sont occupés par un groupe terroriste, le M23. Eh bien, j'estime que il est tout à fait normal et souhaitable que tous les Congolais puissent participer. Mais tout ne dépend pas de notre volonté. Mais je pense que le gouvernement est en train de tout faire pour que d'ici à décembre 2023, que non seulement que les Congolais de ces coins soient inscrits sur les listes de vote, mais qu'ils votent également, qu'ils participent aux élections. Parce que, figurez-vous que dans ces coins, il y a aussi des élus en tant que députés nationaux ou députés provinciaux. Si ces élections, enfin si les élus de ces coins ne sont pas à l'Assemblée nationale, on aura une assemblée, je dirais, sous-représentative par rapport aux 500 qui doivent la composer. Donc, vous comprenez que c'est un challenge tant pour le gouvernement que pour la CENI de pouvoir organiser les élections dans ce coin. En 2018, Yumbi, Beni, Butembo n'avaient pas participé aux élections, mais après, les élections ont été organisées là-bas. Denis Kadima sera applaudi si les élections dans ce coin-là... En tout cas, c'est le souhait, je pense, c'est son rêve le plus ardent. Que cette population puisse voter aussi. Voilà. Tellement que nous parlons de ces problèmes de l'insécurité, parlons-en en fait de cette dernière sortie médiatique du prix Nobel de 2018, Denis Mukwege, qui aujourd'hui soulève cette question du rôle et de la mission
de troupes de forces régionales à ce jour en République démocratique du Congo. Pour Denis Kadima, il estime que cette force régionale n'apportera ni la paix ni la stabilité à l'est de notre pays. Au contraire, cette force va aggraver la situation à l'est de notre pays. Est-ce que Philippe Kazadi, c'était judicieux pour le gouvernement congolais de penser au déploiement de cette force régionale à l'est de notre pays sous prétexte que cette force va ramener la paix dans ces points du pays? Bon, il faut avoir l'habitude d'analyser les choses froidement. Je le dis régulièrement ici que nous ne faisons pas, nous dans l'ADP, l'Alliance des démocrates pour le progrès de notre parti, nous ne faisons pas du plan politique dans un vide intellectuel et moral. Il faut avoir la situation sur terrain. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé que la RDC était agressée. Le FARDC faisait face à deux armées régulières plus de groupes armés, dont le M23. Ça veut dire que le challenge pour le FARDC était énorme, était dur, et que seule elle ne pouvait rien. Je parle de FARDC. À cela s'ajoutait l'imposition de cet embargo déguisé qui était de déclarer les armes achetées et les munitions achetées par la RDC et tout ça. Ça nous mettait dans une situation de fragilité en tant qu'État. Ça, c'est de fait réel. Cet embargo et l'agression, ainsi que le nombre de groupes armés qui attaquaient notre République, ne pouvaient que nous pousser vers des solutions. On ne pouvait pas rester bras croisés et dire ils se sont appris, dont Mukwege lui-même, il s'est appris contre l'état de siège, qui a été une des solutions envisagées par le gouvernement pour restaurer la paix. Le gouvernement s'est déployé également dans le cas de l'EAC pour que la force régionale vienne en appui de FARDC. Et là, on vous dit, non, la force régionale n'apportera ni paix, ni sécurité, et tout ça. Bon, je dirais... Ni stabilité. Ni stabilité. Je dirais d'emblée que c'est de la liberté de Denis Mukwege aussi de dire ce qu'il veut, mais n'oubliez pas qu'il est pressenti candidat président de la République, donc il n'a pas de fleurs à jeter sur Félix Tshisekedi. Il a tout intérêt à galvauder l'image de Félix Tshisekedi et à s'effrayer un chemin sur l'échiquier politique dans la perspective des élections de 2023. Donc, et le gouvernement, vous imaginez que le gouvernement décide de faire adhérer notre pays dans une organisation sous-régionale. Et quel est l'objectif d'une organisation régionale? Il y a plusieurs objectifs, mais dans les cas d'espèce, c'est aussi la solidarité entre les États membres. Un des États membres fait face à une agression et ces troupes veulent venir nous appuyer. Nous disons non, ne venez pas. Alors que nous savons qu'on était dans une situation d'embargo et nous savons l'intensité et la gravité de la situation dont fait face les FARDC sur terrain. Alors on nous dit pas la force EAC, on nous dit pas l'état de siège, mais on nous dit il faut renforcer le FARDC. Mais comment? On renforce le FARDC sans munitions, sans armes? Non. Les FARDC doivent être renforcés en munitions et en armes. Mais on ne pouvait pas les acquérir. Donc la seule possibilité, c'était de passer aussi derrière cette force-là. Mais aujourd'hui que cette mesure est levée, je pense que le docteur Mukwege devrait mettre un peu d'eau dans son vin et attendre comment les choses vont évoluer. De toute façon, ce sont des questions d'ordre sécuritaire dont les secrets ne sont pas toujours dévoilés. Et nous allons voir les effets. J'ai toujours demandé à la population de rester optimiste quant à l'avenir de la paix de notre pays, mais également à l'accompagnement que nous devons faire aux institutions. Parce que la question de sécurité ne devrait pas nous écarter. En fait, en ce qui concerne la sécurité, nous ne devrions pas mettre nos appétits politiques et nos ambitions politiques dedans. Est-ce que la population ne se sent pas flouée, par exemple, par ces discours du chef de l'État au moment de la prise de la cité de Bunagana, le chef de l'État au moment de concocter avec
le membre de la communauté de l'Afrique de l'Est, le chef de l'État a rassuré la population que cette troupe, cette force régionale fera son entrée à Bunagana pour éradiquer ou mettre en déroute cette rébellion du M23. Mais finalement, la population n'a pas vu cette force régionale entrer par Bunagana. La seule activité où la population qui aujourd'hui jure au départ de cette force a vu cette cérémonie qualifiée de théâtre avec le M23 pour leur retrait à Kibumba. Est-ce que cette population n'est pas flouée à travers cette force, Philippe Kazadi? Bon, c'est difficile de dire que la population a été flouée dans la mesure où elle-même, population, ne voit pas dans le chef du président de la République ses intentions de pouvoir la flouer. Nous sommes dans un régime, aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, un régime qui a inauguré une présidence citoyenne. Une présidence citoyenne, c'est une présidence qui est orientée vers la satisfaction de besoins de la population. Et la sécurité, c'est l'un des besoins majeurs de notre population. Il n'y a pas de doute en cela. Mais, comme disaient d'autres, qu'il n'y a pas aussi de solutions miracles. Il n'y a pas de solutions miracles. Je disais dans un média qu'autant nous réfléchissons, c'est un peu comme le jeu d'échecs ou le jeu des dames. Vous réfléchissez pour gagner, l'autre réfléchit aussi pour gagner. Autant nous réfléchissons comment imposer la paix dans la partie est de notre pays, autant les agresseurs multiplient aussi leurs efforts pour continuer à maintenir la situation d'insécurité. Donc nous sommes dans une situation de guerre. Et ce n'est pas notre seule volonté qui va primer. Ce que le chef de l'État a dit, c'était réellement son intention. Ce qu'il a dit, c'était réellement sa volonté. Maintenant, la réalité sur terrain peut aller dans un sens ou un autre par rapport aux contingences des pesanteurs qui vont s'imposer sur terrain. Ok, vous pouvez bien vouloir dire, ben, je sors de chez moi, je vais en ville, je vais à mon boulot, j'ai des rendez-vous. En tout cas, à mon retour aujourd'hui, madame, je vais rentrer avec 1000 $. Mais à la fin de la journée, vous rentrez avec 300. C'est pas pour autant que madame va remettre en cause votre sincérité et votre détermination à pouvoir bien la prendre en charge et bien à prendre en charge votre foyer. Donc il y a des choses qui sont un peu simples à comprendre, mais parce qu'il y en a qui amènent un discours politicien et qui veulent nuire à l'image du président de la République, prétendant un deuxième mandat et qu'eux veulent occuper les sièges, avec cette politique du haut-toi que j'y m'y mette, et ils viennent avec des discours pour justement distraire et désorienter la population. Je pense que Denis Mukwege, comme quelqu'un qui a subi dans sa peau l'agression extérieure et puis les violences sexuelles de femmes, c'est qu'elle est une personne qui devrait mieux vulgariser les discours de soutien aux institutions. Parce qu'il sait très bien que Félix Tshisekedi va passer aujourd'hui, mais les velléités d'agression du Rwanda contre la RDC ne vont pas s'estomper. Joseph Kabila était là, le Rwanda nous a fait la guerre. Ok? Félix Tshisekedi est venu, le Rwanda continue à nous faire la guerre. Félix Tshisekedi partira. Les appétits du Rwanda de se procurer nos ressources naturelles ne vont pas s'estomper du coup. Même si Mukwege devient président de la République, il doit savoir que face à cette question d'insécurité à l'Est, il aura besoin du soutien populaire. Et aujourd'hui, nous demandons ce soutien pour Félix Tshisekedi. Non seulement, non pas parce que nous voulons qu'il reste au pouvoir 5 ans de plus, mais nous voulons que par rapport à cette question d'insécurité, que les gens comprennent qu'à ce niveau, il n'y a pas de divergence politique parce que la vie des gens en dépend. Qu'est-ce que ça vous dit alors, Philippe Kazadi? Il y a eu un moment où la population de l'Est, même ici à Kinshasa, s'est levée comme un seul homme pour demander le départ de la MONUSCO, estimant que c'est une mission inefficace, tout consort, fonctionner ou travailler avec toute indifférence, où la population était meurtrie sans pour autant la MONUSCO protège cette population. Il y a eu plus d'une décennie que cette force est ici dans notre pays, la RDC. Au moment où
la population est contre cette force, cette mission onusienne. Aujourd'hui, on voit une force régionale venir pour la paix, la stabilité à l'est de notre pays, mais on a l'impression que, au lieu de faire la traque aux rebelles ou à la rébellion ou des personnes qui sèment terreur et désolation à l'est de notre pays, mais c'est une force qui se transforme en observation, en mission d'observation. Ça vous dit quoi, par exemple, tout ça, lorsque vous mélangez les faits? Bon, d'abord, j'ai pas bien compris votre raisonnement, mais si je m'efforce, vous êtes en train de sembler comparer, de dire plutôt que la population était contre la MONUSCO et qui était une mission d'observation et que l'EAC, la force régionale qui est venue, se transforme aussi en mission d'observation. Et donc, vous voulez conclure que la population serait donc, du coup, contre cette force régionale. Bon, la question de la MONUSCO, je crois qu'elle a été réglée. Le départ de la MONUSCO est acté. La MONUSCO va partir. Mais il y a des aménagements, je peux dire, techniques et diplomatiques qui vont être faits. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas qu'on se fasse, qu'on se trompe nous-mêmes. Ces gens ne nous ont pas rendu un bon service. Je ne sais pas de la MONUSCO. On a une mauvaise expérience avec la MONUSCO. Et la population en est témoin. Et elle a pris à bras le corps l'affaire et a manifesté pour que la MONUSCO puisse partir. Et les gouvernements qui restent à l'écoute de la volonté de la population a eu des entretiens, des séances de travail pour voir dans quelle mesure cette force devrait partir. Et une partie de cette force est déjà partie. Permettez cette tautologie. Donc, le départ de la MONUSCO ne pose plus problème. La MONUSCO n'est plus à conjuguer au présent. Il faut qu'elle parte. Et elle est en train de partir. Maintenant, la question, c'est de la force régionale. Faudrait-il que la force régionale se transforme en force d'observation ou en force de traque? Je dis, l'idée, c'est que cette force devrait venir imposer la paix. Ok? Cette force devrait venir imposer la paix. Mais tenez toujours qu'il y a cette dualité ou ce dualisme entre notre volonté et la volonté de nos prédateurs, qui peuvent pas peut-être être nommés par le gouvernement. On sait bien que la guerre à l'Est, il y a les multinationales, et je l'ai dit chaque fois ici, que les multinationales ont chacune une nationalité. Et donc, s'il y a une multinationale américaine, ça signifie que les Américains trouvent leur compte dans l'insécurité qui sévit à l'Est. Mais nous devons nous prendre en charge en tant qu'État, et nous devons nous organiser notre armée. Mais nous avions un couac. Ok? La force régionale est provisoire. Elle va finir par partir. Mais moi aussi, je ne peux pas vous dire, surtout que ce sont des questions de sécurité, qu'au jour d'aujourd'hui, les FARDC sont en train de te doter de telle arme pour imposer la paix à l'Est. Parce qu'en définitive, l'imposition de la paix dans cette partie nous revient à nous, Congolais, et à nous, à notre force nationale, les FARDC. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut prendre les choses telles qu'elles sont, le regarder avec réalisme, mais que dans nos services de renseignement, nos services de sécurité, on puisse travailler pour voir comment contourner tous les obstacles qui peuvent venir. Quelqu'un, vous pouvez bien l'inviter avec de bonne foi pour qu'il vous aide, mais après il se retourne contre vous. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Mais c'est pas pour autant qu'on va comment abandonner ou bien jeter l'éponge. Nous allons poursuivre notre détermination à nous battre, notre détermination à soutenir les FARDC et les institutions, et notre détermination à pouvoir doter les FARDC des moyens conséquents pour que seuls nous puissions imposer la paix à l'Est et que toutes ces forces, que ce soit onusiennes ou régionales, puissent partir. On termine cette émission avec l'opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, après Kinshasa Boupeto, coup de poing lancé par Gentini Ngobila, une façon pour lui d'assainir la ville ou rendre salubre la ville, la province de Kinshasa. Satisfait de cette opération ou bien vous avez les avis contraires par rapport à cette opération coup de poing? Bon, l'opération elle-même ne pose pas problème, c'est une bonne idée,
mais c'est la motivation. L'opération se tient au moment où on nous dit, ben, pour accueillir les papes, les caméras du monde seront sur la RDC, rendant quand même la ville propre. Mais pas la ville, les grandes artères. Ok? Et là, l'opération est limitée, justement, au niveau du boulevard Lumumba. Victoire, de l'aéroport, et là, ça commence à, ça s'étend un peu. Mais tout ça, c'est une question de mentalité. Il faudrait que l'on arrive dans cette ville, dans ce pays, à sanctionner les antivaleurs. Je ne peux pas concevoir que cette opération va coûter de l'argent à la ville province de Kinshasa, mais il ne faudrait pas que demain, on retombe dans le même tard. Il ne faudrait pas que demain, on retrouve encore des immondices à gauche, à droite, le long du boulevard. Il faut que les caps soient maintenus. Il ne faut pas qu'on fasse souffrir les pauvres mamans qui vivent de ces marchés pirates, oui, qui naissent le soir et qui meurent le soir. L'inquiétude, c'est surtout ça. C'est ce que vous évoquez. Bien sûr, non, attendez. Si on veut développer le pays, retourne à la case il y a des mesures impopulaires qu'il faut prendre. Cette mesure, elle est impopulaire, mais elle est salvatrice pour notre ville. Parce que tout le monde se plaint que la ville est sale, mais personne ne veut rien faire pour que la ville soit propre. Et pour que la ville soit propre, il y a des conséquences à tirer. Ok, il y a des actions qu'il faut poser. Celle-là, c'est une bonne action. Et là, moi, je salue le gouverneur de la ville. Mais je veux que ça puisse continuer. Vous savez que l'insalubrité dans la ville est cause aussi des inondations qui nous ont causé autant de morts ici dans la ville de Kinshasa. Rappelez-vous des dernières pluies que nous avons connues ici. Donc, si le gouverneur prend cette décision, c'est aussi une manière pour lui de répondre à l'appel que personnellement j'avais émis sur cette émission. Mais là, il reste encore d'autres immondices qu'il faut... il faudrait, lorsque vous voudrez évacuer dans l'espace public, c'est le mauvais usage de nos grandes artères. Les motos, les motos Gizi, les Wewa ne peuvent pas circuler le long du boulevard sans le respect du code de conduite. J'ai enregistré aujourd'hui, pas en un jour, mais à cette date, à la date d'aujourd'hui, il y a plus de 50 propriétaires de véhicules que je connais dont le rétroviseur ont été cassés par ces Wewa qui n'ont jamais rien payé. Donc ils cassent, ils s'enfuient. Vous comprenez? Ils cassent, ils s'enfuient. Alors que ce sont ceux-là qui achètent peut-être de la vignette, qui donnent de l'argent à la ville pour fonctionner. Mais comme on les laisse dans cette insécurité sociale ou routière, ce n'est pas normal. Après avoir évacué, disons, après avoir vidé les marchés pirates, il faut aussi vider avec la question des Wewa les longs de grandes artères. Les motos doivent circuler dans les routes secondaires. Voilà. Philippe Kazadi, je rappelle, vous êtes secrétaire national chargé de communication des Alliances des démocrates pour le progrès, ADP de Christophe Lutundula. Je vous dis merci d'être disposé. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur et c'est moi l'occasion pour moi aussi de saluer tout le monde de notre parti et nous disons la lutte est forte et on va continuer à se battre. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission réalisée par Moro Njambi. Bruno Nding a été du côté de la régie. Olivier Longwangwa, la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo à télévision.